Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez connu le ciel bleu avant de découvrir le rideau rouge. À vos pièces de théâtre et vos activités d'acteur, vous ajoutez aujourd'hui un roman où vos personnages en voient justement de toutes les couleurs. Bonjour Jean Franco. Bonjour Jacques et merci pour votre invitation. Ah ben écoutez, vous avez des choses à raconter dans les clés d'une vie, car c'est le principe, vous savez, c'est un parcours d'une vie professionnelle. Et vous publiez un roman, Le Monde est petit, aux éditions Novice, c'est ça, un nouvel éditeur. Et on va en parler tout à l'heure, bien sûr, mais avant, on va faire connaissance avec ce parcours à travers des dates clés. La première ne vous concerne pas directement, mais elle est importante. Le 2 mai 1966, c'est le jour où s'ouvre le musée Escoffier de l'art culinaire à Villeneuve-Loubet. Et je crois que ça a été un lieu de prédilection. Ah, qu'est-ce que vous êtes bien renseigné, c'est vrai que c'est fou. En effet, j'ai grandi à Villeneuve-Loubet, donc qui est une petite commune entre Cannes-sur-Mer et Antibes. Et j'y ai passé toute mon enfance, une enfance absolument merveilleuse. Et il y avait donc ce musée de l'art culinaire, puisque Auguste Escoffier est aussi natif de Villeneuve-Loubet. Et quand je devais avoir 10-11 ans, je passais par la porte de derrière, je m'étais entendu avec la réceptionniste du musée qui m'aimait bien. Et donc, je passais par la porte de derrière et je me mettais au début de la visite et je m'improvisais guide. Je connaissais tout sur Auguste Escoffier, qui est l'inventeur de la pêche melba, entre autres. Et puis à la fin, évidemment, je tendais la main en disant « N'oubliez pas le guide ». Et voilà comment on se fait son argent de poche. Exactement. Il faut savoir qu'Auguste Escoffier, on l'a appelé le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois. Il a codifié la cuisine raffinée des palaces, des hôtels, et il a créé des recettes reprises par nos chefs. Et c'est grâce à lui que la cuisine française est connue dans le monde entier. Exactement, non, c'est un homme illustre, c'est la fierté de Villeneuve-Loubet. Et sa maison natale était justement à Villeneuve-Loubet. C'était une maison provençale du XVIIIe siècle, je crois. Exactement, ouais. Et puis ils en ont fait un musée, donc il y a tous ses menus, il y a toute sa vie, il y a des décorations en sucre. Enfin non, c'est un musée très sympa. Vous étiez en quelque sorte guide junior. Exactement. Et non déclaré. Et ça ne posait pas de problème, au contraire. Non. Et vous avez eu ce coup de foudre pour ce lieu au départ, Jean Franco? Oui, parce que en plus c'était quand même, c'était la seule institution du village. Puis c'est vrai que moi j'ai eu une enfance très libre, j'étais tout le temps dans les rues du village avec mon vélo. À l'époque il n'y avait pas de caméra vidéosurveillance, mais il y avait les mémés qui étaient placés à des endroits stratégiques. Donc mes parents n'avaient pas à se soucier de où j'étais, il suffisait de demander à une grand-mère et puis elle m'avait vu passer forcément. Et donc c'est vrai que je hantais ce musée pour faire un peu mes premières armes. Voilà. Et c'est vrai qu'on pouvait jouer à l'époque dans les rues sans craindre les voitures. C'était aussi le cas de Gilbert Bécaud lorsqu'il est né à Toulon. Il a grandi dans les rues. Alors lui, il s'accrochait aux quelques voitures qui passaient. Ouais. Il descendait sur des morceaux de bois, sur des planches de bois, les rues à toute allure, et personne ne lui disait rien. Bah oui, c'était ça. C'était une époque bénie. Exactement. Alors il se trouve que c'était vraiment un village où tout le monde se connaissait. Tout le monde, ouais, vraiment. Et puis, et ce qui est génial, là, il m'est arrivé récemment de retourner jouer là-bas mes pièces de théâtre. Et je crois que c'est la seule ville de France où sur les 600 personnes, je n'en connais pas 4. On va dire. Sinon, tandis que je joue, je vois, j'ai ma première maîtresse d'école, enfin voilà, c'est des souvenirs merveilleux. Ouais. Oui, et en plus, ce sont des personnages qui ont ensuite inspiré vos créations. Complètement. Justement, les grand-mères dont je parlais, elles avaient un franc-parler méridional qui était absolument admirable. Et puis c'était les cancans, c'était vraiment une boutique à ciel ouvert pour moi. Je me suis un peu renseigné, Jean Franco, et j'ai quand même trouvé une chanteuse célèbre qui est décédée, qui a vécu à Villeneuve-Loubet et qui a eu sa gloire dans les années 50 avec cette chanson. Elle s'appelait Lucette Raya. C'est la môme au bouton, au bouton de culotte. Je connais cette chanson, en plus j'avais déjà entendu parler. La môme est pas là. Une chanson des fantaisistes des années 50, ouais. Et Lucette Raya a passé les dernières années de sa vie à Villeneuve-Loubet. Ah bah vous voyez. Vous voyez, comme quoi. Forcément une femme formidable. Alors, votre goût pour le spectacle, je crois, vous le devez, Jean Franco, à votre grand-mère, Evita. Exactement, complètement. Ma grand-mère était donc une autodidacte, elle était d'origine paysanne et puis elle avait arrêté l'école très tôt, mais elle avait beaucoup lu, etc. Elle était très engagée politiquement. Quand on s'appelle Evita, déjà. Déjà, oui, c'est prédestiné.
Et puis, elle faisait du théâtre dans les années 70, mais vous savez, le théâtre à l'époque, dans les usines, théâtre un peu contestataire, etc. Elle adorait Brecht, et c'est vrai qu'elle me gardait beaucoup, et je pense que c'est elle qui m'a transmis un peu le virus, quoi, du théâtre. On faisait des spectacles tous les deux. J'ai même eu la chance de jouer avec elle 2 pièces de théâtre, une pièce de Georges Perec et une autre de François Biédou. Et notamment, il y avait dans la pièce de Biédou, je devais lui mettre une gifle à la fin. Et je n'y arrivais pas. J'arrivais pas à faire abstraction du fait que c'était ma grand-mère. Donc pendant les répétitions, je lui avais dit, écoute, on verra bien le jour même comment ça se passe. Et puis le jour même, elle m'a fait tellement de... Elle a été tellement horrible que la claque est partie, et mon oncle qui était dans la salle s'est exclamé, il nous a vengés. Voilà. Alors, il se trouve que vous la faisiez rire aussi par vos Oui. initiatives. Je crois que vous arriviez à vendre des verres d'eau et des verres de jus d'orange en plein été, Jean-Franco. Exactement, oui. J'avais un sens du commerce, c'est dommage, je m'en suis pas servi. Mais en effet, avec une copine à moi, Christelle, on habitait tout en haut d'une pente qui était vraiment très raide. Et on voyait les pauvres touristes arriver en haut complètement déshydratés. Et donc, on s'était mis une petite table pliante. Et puis, on vendait des verres d'eau, mais des verres d'eau du robinet, 1 franc. Et puis, quand on arrivait à 10 francs, on pouvait enfermer la boutique et on allait les dépenser en bonbons. Oui, et je crois que vous voliez de Nice matin tous les matins. Exactement, au restaurateur. J'allais le voler quand il avait le dos tourné. Et puis après, je le revendais le double du prix. Et ça marchait. Ça marchait. Je pense que je devais sûrement enrober ça d'inventions comme quoi j'étais à la rue ou que mes parents m'avaient abandonné. Enfin, à chaque fois, c'était accompagné quand même de tout un cérémonial mythomane. Oui, mais en même temps, je crois que le restaurateur, ça fait tellement rire que quand vous arriviez à vendre le journal, il vous offrait un couscous. Exactement. Oh là là, merveilleux. Oui, tout à fait. Exactement. Il s'appelait Achille. Sa femme était marocaine, et une fois, oui, il m'a attrapé, il m'a dit allez sans rancune, et il nous a offert le couscous. Alors, il se trouve qu'il y a quelqu'un comme vous qui vendait non pas les journaux mais des programmes et qui a fait fortune. C'est Léon Volterra qui ne savait pas écrire, qui commence à l'Olympia comme ouvreur et qui dit je le paye 100 sous en vendant les programmes. Donc il a un vrai pourboire, et ensuite il a acheté le Casino de Paris alors qu'il ne savait même pas écrire. Il a signé d'un X le contrat. Admirable. C'est admirable. Alors, finalement, donc, le théâtre, c'est votre passion. Et il y a des pièces dans le Midi qui vous donnent envie de faire du théâtre. Il y a des tournées théâtrales que vous ne manquez pas. Oui, je me rappelle le premier spectacle professionnel que j'ai vu, c'était Les Fourberies de Scapin avec Daniel Auteuil. Je devais avoir 9-10 ans, je pense. Et je me rappelle de vraiment avoir été subjugué. Je me rappelle, j'étais sorti en disant mais on peut y retourner tout de suite. Enfin, pour moi, c'était comme au cinéma, ils jouaient toutes les 2 heures. Et j'avais été tellement... faut dire que Auteuil, dans Scapin, ça lui allait tellement bien. C'était une mise en scène de Jean-Pierre Vincent, c'était absolument fou. Et j'ai eu la confirmation de ma vocation en voyant ça, oui. Et vos premiers spectacles, vous l'avez dit avec votre grand-mère, c'était à la salle Escoffier. Exactement, ouais. Salle Escoffier, et la salle municipale du village. Et là aussi, c'était tout à fait nouveau pour vous. C'est pas question au départ d'en faire un métier, Jean-Franco. Alors, en fait, si, moi j'ai eu une première vocation qui était dessinateur de bateaux pirates, et puis ma mère m'a un jour annoncé que les pirates n'existaient plus, en tout cas pas tels que je les imaginais, et que donc c'était une voie de garage. Donc du coup, je voulais faire du spectacle à tout prix. C'était vraiment la seule chose qui m'intéressait. À l'époque, les cours de théâtre pour enfants n'étaient pas très développés. Donc j'ai fait de la danse, parce que ma sœur faisait des galas de danse, donc je la voyais 1 fois par an monter sur scène. Et donc j'ai fait de la danse. J'étais pas très doué, mais au moins ça me donnait une première prise de contact avec la scène. Et en tout cas, dès l'âge de 12 ans, je me suis dit, c'est ça ou rien. Voilà. Et ben, ça a été ça, d'autant plus qu'en 1980, il y a un conservatoire qui s'est ouvert à Antibes et que vous avez pris des cours de théâtre là-bas, Jean-Franco. Exactement, ouais, je suis entré dans la classe de Julien Berthaud en 94, je crois. Et Julien Berthaud, donc, qui avait fait une grande partie de sa carrière à la Comédie Française et qui, sur la fin de sa vie, donc, s'était retiré dans le Sud et donc donnait des cours au conservatoire d'Antibes. Et ça a été une rencontre absolument incroyable, quoi, parce que c'était vraiment un professeur d'une intelligence, d'une pédagogie, et puis un immense comédien, et qui était très dur vraiment en cours. Vraiment, c'était l'époque où moi je me rappelle d'une fille qui était avec moi en cours, qui passait la scène de Camille dans Banni de pas avec l'amour, la scène de La Fontaine. Et elle n'est jamais allée au-delà de bonjour cousin. C'est-à-dire dès qu'elle rentrait, elle disait bonjour cousin, il disait non Camille ne marche pas comme ça, tu t'en vas. Donc il était intraitable, quoi. Il avait raison, c'est comme ça qu'on forme les acteurs. Exactement, oui, il nous poussait dans nos retranchements, quoi. Voilà. Et en même temps, vous avez eu des spectacles à préparer toute l'année.
En plus, ouais. Oui, moi j'avais fondé une association de lutte contre le sida. Et en fait, le principe de l'association, c'est qu'on montait des pièces avec ma troupe que j'avais. Et on montait des pièces et puis tous les bénéfices étaient reversés aux hôpitaux environnants. Pour les enfants atteints du sida. Et donc, c'est vrai on montait 1 à 2 spectacles par an, plus ceux du conservatoire. Et résultat, un premier prix chaque année. Voilà, oui, exactement. Ce qui n'est pas si courant. Ben non, puis en plus, moi, c'était vraiment de la comédie, alors que normalement, les premiers prix, c'était plutôt les jeunes premiers, etc. Et je me rappelle une fois avoir eu accès au compte-rendu des jurés. À l'époque, c'était Georges Descrières, Jacques Marin et Lucien Rousseau. Et j'avais vu en note « Ne tiendra jamais les belles filles dans ses bras ». Donc ça m'avait vexé un peu sur le coup, parce que j'avais 16 ans. Et puis après, je me suis dit, après tout, c'est pas les rôles les plus intéressants, ceux des jeunes premiers. Donc les valets sont quand même beaucoup plus délicieux à jouer. Georges Descrières qui a terminé sa vie d'ailleurs dans le Midi en s'occupant d'un conservatoire. Et à la Comédie Française, quand il avait des trous de mémoire, ce qui était fréquent, on l'appelait Georges Desgruyères. C'est ça. Et donc un jour vous vous êtes dit, faut que j'aille à Paris, c'est ça, il n'y avait pas d'autre solution. Alors oui, en fait j'ai eu la chance j'avais un spectacle en 2001 de sketch avec Jérôme Pazza, qu'on jouait sur le cours Saléya, aux Têtes du Cours à Nice. Et il y avait l'animatrice Evelyne Leclerc. Oui. Qui cherchait qui venait d'ouvrir une maison de production et qui cherchait des humoristes à produire. Et elle nous a vus et elle nous a appelés une semaine après en disant « Est-ce que vous voulez que je vous produise sur Paris ?» Ce qui ne se refuse pas. Et donc on comprenait pas trop le rapport Evelyne Leclerc, mais pourquoi pas. Et on est monté, on a joué au Théâtre de 10 heures et ça a été le début de la carrière professionnelle. Et il y a eu d'autres événements, il y a une date aussi importante dans votre parcours, c'est le 23 juin 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean Franco. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean Franco. On connaît votre nom grâce aux pièces de théâtre. On commence à en apprendre plus sur vous. Et puis, il y a ce premier roman, Le Monde est petit, un grand roman qui paraît chez Novice, qu'on va évoquer tout à l'heure. Et le 23 juin 2020, c'est un jour important, un soir où vous recevez un Molière pour une pièce qui peut être évoquée par cette chanson. Les quais de la Seine. D'autres plus sérieux disent sans hésiter, c'est la petite roquette ou bien c'est la... Paris Tour Eiffel, Eh oui. chanson de Jacques Elian, qui a été le roi des orchestres de jazz d'après-guerre, notamment avec Fleur de Paris, qui a découvert Ginette Garcin et quelques autres, qui a fait tourner Jeanne Moreau au début dans Paris Saint-Germain-des-Prés. Et pourquoi je parle de la Tour Eiffel ? Parce que le spectacle qui vous permet de recevoir un Molière du comédien dans un second rôle, c'est Plus haut que le ciel et ça se rapporte à la Tour Eiffel. Exactement, c'était une pièce qui racontait en effet la construction de la Tour Eiffel. Et c'est une pièce dans laquelle j'avais 6 ou 7 rôles. Très variés, surtout physiquement. Je jouais une personne un peu obèse. Je jouais un Italien, un ouvrier italien. C'était vraiment, je passais mon temps à me changer. Et c'était une pièce de Julien et Florence Lefebvre, mise en scène par Jean-Laurent Sylvier au Théâtre Fontaine. Voilà. Et il se trouve que la Tour Eiffel, à l'époque, on ne fêtait pas encore son centenaire. C'était autre chose. Et moi, je me souviens toujours de ce texte de Guy de Maupassant, où il dit qu'il déteste la Tour Eiffel et qu'il déjeune au restaurant de la Tour Eiffel tous les jours parce qu'il est sûr de ne pas la voir. Oui, c'est pas mal. Et oui, Guy de Maupassant, il avait été un des signataires, justement, de la pétition pour demander, pour empêcher la construction de la tour. Alors, il se trouve que ce soir-là, c'est fabuleux. Vous recevez un Molière, mais dans une salle complètement vide, Jean Franco. Oui, je crois que c'était déjà que ces cérémonies des Molières sont rarement enthousiasmantes, mais alors là, celle-là, c'était vraiment la pire de toutes. Déjà, elle était enregistrée 2 jours avant. Elle n'était pas en direct, comme c'était en plein Covid. Donc, on a été 40 dans la salle du Châtelet. C'était absolument sinistre. Et puis, on nous avait prévenu... pas la peine de remercier vos parents, etc., parce qu'on coupera au montage, comme c'était pas en direct. Et puis, surtout, vous restez à votre place, vous vous levez, on vous donne un micro, et 30 secondes pour dire merci, et puis salut. Donc, je me rappelle, je me suis retrouvé le dimanche soir, donc après l'enregistrement, je suis rentré en métro, habillé en pingouin, avec une bouteille de cristalline. On m'avait repris ma statuette, parce qu'on me disait non, pour éviter les fuites, on vous la donnera dans 2 jours, quand la cérémonie sera diffusée. Donc j'avais ce sentiment de j'ai eu un Molière, mais il n'y a pas plus de liesse que ça. C'est quand même triste, hein. Oui, c'était pas une époque très heureuse, mais bon.
En tout cas, moi j'ai l'objet. Exactement. Alors il se trouve que le problème au départ, quand vous êtes arrivé à Paris, il fallait trouver des rôles. Et pour un jeune comédien, c'est pas évident. Il fut une époque où il y avait au but de Chaumont le couloir de la mort, où les jeunes femmes tapaient à des portes pour espérer trouver un rôle dans un feuilleton. Là, c'était pas plus simple pour le théâtre au départ. Non, et c'est vrai que moi, le fait d'écrire, ça a été pour moi un atout merveilleux, parce que si on voulait pas de moi, je m'écrivais les rôles, et puis c'était plus simple, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le premier, je crois, rôle que vous avez vu, c'est Poil de carotte de Jules Renard. Oui, ça c'était à Nice, ouais, exactement, j'avais 15 ans. C'était ma première pièce, que j'ai joué 3 mois dans un théâtre à Nice. Et pourquoi Poil de carotte ? Parce que je pense que les enfants comédiens, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis j'avais passé l'audition. C'était mon professeur Paul Poggi qui m'avait auditionné. Et puis j'avais eu le rôle. Voilà. Et en même temps, on a oublié, bien sûr, Jules Renard, on connaît son journal, mais on a oublié que c'est André Gillois qui a repéré le journal de Jules Renard, qui l'a publié. André Gillois, qui a été un homme de la Résistance et qui a été l'inventeur de toutes les grandes émissions de radio d'avant-guerre. Quelqu'un qui est mort à 102 ans et qu'on a un peu oublié. Et puis alors, au théâtre, vous avez joué aussi bien Marivaux, Ionesco, Tchekhov, que des classiques au départ. Oui, c'est un peu un lieu commun, mais c'est vrai que c'est la meilleure façon d'apprendre son métier, c'est de travailler les classiques. Et c'est vrai qu'ayant comme professeur Julien Berthaud, c'était... enfin voilà, on avait fait tout. Et puis surtout, c'est ce qui était génial avec lui, c'était que si on décidait par exemple de travailler Lorenzaccio, on travaillait pas la grande tirade de Lorenzaccio, on travaillait tout le rôle en fait, même les scènes où il a 3 phrases, etc. Vraiment, il nous faisait appréhender le rôle dans sa globalité. Et puis c'était merveilleux. Et moi, je regrette en fait d'avoir été si jeune, parce que j'avais 16-17 ans. Donc j'étais peut-être pas complètement armé pour comprendre tout ce qu'il disait, mais c'est vrai que c'était passionnant la manière dont il nous communiquait l'amour des classiques. Alors, il se trouve, ce qui est étonnant, c'est que vous avez commencé par Tchekhov et ensuite c'est eu Thé à la menthe et Thé citron et Nuit d'ivresse. Ça n'a rien à voir. 2 salles, 2 ambiances, en effet. Ouais. Oui, mais c'est aussi l'école de la rigueur, les comédies de Patrick Hautecoeur ou de Josiane Balasco. J'ai tout de suite eu une appétence, moi, pour la comédie. Et c'est vrai que ces auteurs modernes là, ils savaient aussi écrire des pièces, quoi. Et c'est vrai que c'est tout aussi bonne école. Oui, Patrick Hautecoeur m'a un jour raconté qu'enfant, il regardait les films de De Funès en boucle et avec le magnétoscope familial, il arrêtait un moment pour bien voir la scène et pour apprendre ce métier. De Funès étant notre maître absolu. Alors, le boulevard aussi, je crois que vous avez joué Croque-Monsieur, qui est le classique qui a fait débuter Jacqueline Maillan. Ouais, et puis Jacqueline Maillan, voilà, ça a été aussi une des premières claques de mon enfance. J'avais vu Lily et Lily, qui passait à la télé. Et c'était, je me rappelle, m'être dit, on peut jouer comme ça, alors. On peut jouer avec c'est se parler si vrai, ces ruptures absolument incroyables. C'est elle qui a inventé la rupture, quoi. C'est-à-dire que vraiment, les Muriel Robin, Florence Foissy, tout ça sont ses héritières, quoi. C'est-à-dire que c'est elle qui a tout apporté dans la comédie de boulevard, je trouve. Et Croque-Monsieur, c'était son premier rôle. L'auteur Marcel Mitois, qui était journaliste à Jour de France, ne trouvait personne. Personne ne voulait jouer. On lui a suggéré Jacqueline Maillan, il n'y croyait pas trop, et puis on connaît la suite. Bien sûr. Avec cette première réplique merveilleuse, allons bon, veuve encore. Exactement. Magnifique. Et puis il y a eu le Vison Voyageur aussi, un classique joué par Poiret et Serrault et Jean-Jacques, qu'on a un peu oublié. Là aussi, vous avez été dans cette aventure, Jean-Franco. C'était avec Sébastien Castro, Sébastien Castro qui depuis a fait une carrière absolument fabuleuse. Et on jouait Baudelaire et Crouch. Et c'était... ça aussi, c'est une pièce qui durait 1h50. Donc c'était un marathon. C'est ça, j'avais 25 ans, heureusement, parce que physiquement, c'était quand même... on en faisait 2 ou 3 par jour, en plus. Mais pareil, c'était... En fait, toute cette période d'apprentissage, c'est quand même... c'est merveilleux, quoi. En même temps, c'était une pièce qui est devenue un classique. C'est Ray Cooney, qui est auteur britannique célèbre, joué dans 40 pays, qu'il avait écrite. Il avait une particularité, il créait ses pièces en province, près de Londres. Il jouait le rôle principal, et comme ça, il voyait les réactions du public. Et il arrivait à refaire sa pièce complètement d'après ses réactions avant de la créer à Londres. Ça, j'ignorais. Ça ne m'étonne pas, parce que ces pièces sont vraiment... Il y a une structure absolument incroyable. Et puis c'était Dabadi, en plus. C'était dans l'adaptation de Jean-Loup Dabadi. Donc c'était en plus merveilleusement dialogué. Au Théâtre ce soir, finalement, ça a été une de vos bibles, Jean-Franco? Oui, alors moi j'étais trop jeune pour Au Théâtre ce soir, parce que quand j'avais accès à la télé, c'était déjà plus diffusé, mais il y a eu les rediffs, et ça j'en ai bouffé du Au Théâtre ce soir, ouais. Et il y a Interdit au public aussi que vous avez joué?
Oui, alors non, ça c'est un spectacle de sketch, mais en effet c'est l'homonyme d'une pièce en effet très célèbre de avec Maria boulevard. Paco, mais Jean Le Poulain. Alors, il se trouve aussi que il y a eu d'autres pièces que vous avez jouées. En étant auteur célèbre, on va en reparler, vous avez quand même continué à jouer. Vous avez joué Georges Dandin en 2022, vous avez joué Mon jour de chance aussi. C'est-à-dire que être auteur ne vous empêche pas d'être acteur. Non, et alors c'est vrai que maintenant en plus, enfin depuis quelques années, je ne joue pas dans mes pièces et ça je trouve ça très reposant parce que j'ai longtemps fait ça et c'est vrai que c'est pas forcément des positions très confortables. Déjà dans le travail de comédien, on a du mal à s'abandonner parce qu'on garde un œil un peu sur toute la pièce. Et c'est vrai que j'ai eu la chance en plus qu'on me propose, depuis le Molière, on va pas se mentir, qu'on me propose des rôles vraiment super juste en tant qu'acteur. Puis il y a eu le cinéma, il y a eu quelques petits rôles, il y a eu les tuches. Vous faites une apparition dans les alors tuches. Ça, faut pas éternuer pendant ma scène parce que vraiment sinon vous la loupez. Mais oui, alors ça aussi pareil, le cinéma ça a été pendant longtemps, j'avais un jour de tournage par-ci par-là, donc vraiment l'enfer parce que bon, on arrive, on est bouffé par le trac. Et puis depuis que j'ai 40 ans, je sais pas, je dois avoir un physique plus intéressant pour l'image. Et j'ai eu des rôles plus sympas, dans la série Bardot, dans Fortune de France, des rôles où on peut s'installer, quoi, vraiment. Mais dans la série Bardot de Daniel Thompson, vous avez, je crois, un metteur en scène qui existe, qui est Alain Carré. Alors c'était pas un metteur en scène, en fait, c'était le rôle c'était le secrétaire particulier de Brigitte, qui a été le premier de ses proches à la trahir. Il a tout balancé à la presse, tous ses secrets d'alcôve. Et ça a fait un scandale à l'époque, il a fait un livre. Voilà, et ça a été pour elle vraiment, je pense, après ça a dû conditionner aussi, je pense, enfin je veux pas parler à sa place, mais en tout cas j'ai vu des interviews d'elle où elle disait que ça avait été un tel traumatisme que c'est pour ça qu'elle s'est coupée du monde et qu'elle ne faisait plus confiance à personne. Exactement. Elle a fait une fois du théâtre, on l'a un peu oublié. Elle a joué L'Invitation au château de Jean Anouilh en 53 avec à l'atelier pendant quelques mois. Ça l'intéressait pas, mais elle n'était pas connue à l'époque. Elle vivait avec Vadim et elle se cachait chez Daniel Delorme et Daniel Gélin parce que ses parents ne voulaient pas entendre parler de Vadim. Ah d'accord, c'est extraordinaire ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce parcours effectivement d'acteur qui a précédé celui d'auteur. Et celui d'auteur, on va l'évoquer à travers une date qui a marqué justement votre carrière, le 15 septembre 2006. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean Franco. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean Franco, auteur de théâtre, acteur, auteur de romans, Le monde est petit aux éditions Novice, qu'on évoquera tout à l'heure, un roman qui se passe dans les années 30. Alors, on a évoqué vos débuts à Paris, vos débuts d'acteur, mais il y a aussi l'auteur de théâtre. Et le 15 septembre 2006, c'est enfin un grand jour, car c'est votre premier succès. C'est la première au Théâtre Saint-Georges de Elle nous enterrera tous avec Marthe Villalonga. Eh oui. C'est une grande aventure, ça. La martoune, comme on dit. Ça a été une aventure exceptionnelle. Vraiment, ça s'est fait en plus avec une simplicité incroyable. C'était Pascal Héritier, un producteur donc qui produisait les pièces de Marthe, qui un jour me convoque dans son bureau. Moi, j'étais jeune, j'avais, 24 ans. Et il me dit, est-ce que tu as une pièce pour une femme de 70 ans? Je lui dis, bah non. Il me fait si. Je fais, bah non. Il me dit, si. J'ai dit à Marthe Villalonga que tu en avais écrit une, il y a une lecture dans 2 semaines. Donc là, c'est-à-dire que là, vraiment, je me dis, mais bon, en même temps, je pressens que ça peut être la chance de ma vie. Donc je sors de là, j'écris la pièce en 10 jours et 10 nuits sans dormir. Enfin bon, vraiment. Et puis elle découvre la pièce en lecture, elle fait une lecture à haute voix. Et puis elle referme, elle dit bon, je peux pas la faire cette année-là, mais parce que je suis en tournée, mais je la fais l'année prochaine. Et ça s'est fait comme ça. Incroyable. Et on l'a joué 400 fois à guichet fermé, ça a été une aventure. Et moi, en plus, je m'étais fait pour le coup un super rôle, j'étais son fils. Exactement. Donc je rentrais dans la grande famille des enfants de Marthe Villalonga. Oui, car en fait, il y avait eu Guy Bedos, son fils. Il y a eu Guy Bedos, il y a eu Catherine Deneuve, Daniel Auteuil, je crois que ça a été Coluche, ça a été la mère de tout le monde. Exactement. Et en même temps, vous étiez un fan de Marthe Villalonga. Ah bah oui, pour moi, Marthe, c'était Maggie. Quand j'étais petit, c'était le rendez-vous dominical à 19h30. Et il se trouve que l'histoire était une fleuriste, une femme qui reçoit la médaille de la famille. C'est ça. Et les ennuis vont commencer. Exact. En fait, je suis sorti du bureau de Héritier en me disant, bon alors Marthe, c'est quoi? Marthe, c'est une santé de fer, donc Elle nous enterre à tous, ça c'est un bon titre. Après, Elle nous enterre à tous. J'avais envie d'un décor un peu original, joli. Je me suis dit, une boutique de fleuris, ça peut être pas mal. Et puis voilà, et puis après, en fait, c'est comme ça que se monte une pièce, quoi. Et finalement, je crois qu'elle a été aussi jouée au Palais des Festivals à Cannes. Oui, la première avait lieu au Palais des Festivals chez moi en plus. Donc pourquoi, comme ça? Non, c'était en plus un hasard, mais en plus Marthe est de Cannes aussi. Oui. Donc je pense que je sais pas si c'était une volonté de sa part ou celle du producteur.
Mais en tout cas, oui, la première au Festival de Cannes au Palais des Festivals de Cannes était folle. Oui, le Palais des Festivals qui a été construit, je crois, dans les années 80. Le problème de la première année, c'est que les marches avaient été mal calculées. Oui, et les stars se cassaient la figure dans l'escalier. Il a fallu tout refaire. Alors, il se trouve que ça c'était les débuts d'auteur à succès, mais il y a eu avant plusieurs pièces que vous aviez écrites, notamment il y a Citizen Kane. Oui. Qui est une pièce qui est un clin d'œil à Citizen Kane d'Orson Welles. Exactement, oui, parce que c'était... J'apprendrai rien en vous disant que c'est quand même un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et je l'avais vu, oui, j'avais 17 ans, je m'étais pris quand même... j'ai trouvé ça fabuleux. Et j'en avais fait une parodie avec ma troupe. Voilà, c'était l'histoire d'un producteur qui, en mourant, prononçait une phrase énigmatique. Et puis, donc, on remontait le fil de sa vie pour comprendre. Il y avait, je crois, 40 personnages avec trois comédiens. Ouais, exactement. C'est pas simple à monter. Ouais. On n'avait pas beaucoup de budget, donc en effet, c'était un peu le système D à l'époque. Mais c'est de là que jaillissent les meilleures idées, généralement. Exactement. Alors, Jean-Franco, il faut savoir que Citizen Kane, à sa sortie, a été un échec commercial total aux États-Unis parce que la famille Hearst a demandé aux salles de cinéma de ne pas le projeter. Oui, alors j'ai appris ça parce que je suis allé voir justement dimanche dernier l'expo Welles à la Cinémathèque, qui est très bien faite d'ailleurs, je la conseille. Et Orson Welles, c'était un personnage hors norme. Il m'est arrivé de déjeuner avec lui un jour à Paris parce que j'avais rencontré, on avait sympathisé. Alors, il mangeait comme un ogre, et je vous dis pas l'addition à la fin du déjeuner qu'il ne payait jamais, bien entendu. Évidemment, bien sûr. Alors, il y a aussi une autre rencontre qui a marqué votre jeune carrière d'auteur, lorsque vous jouiez des sketchs au Théâtre Edgar où il y avait 2 salles à l'époque. Exactement. Et vous rencontrez Guillaume Mélanie qui joue des sketchs en même temps que vous. Voilà, on était voisins de loge. Et puis en fait, je suis allé voir son spectacle. Et puis en fait, je me rends compte que ces sketchs sont ceux que j'étais en train d'écrire chez moi dans ma chambre. Donc je me dis, il y a forcément... où il m'espionne, ce qui n'était pas possible. Ou alors, a priori, on a quand même... pas mal de choses en commun. Et donc, il nous a mis en scène dans une pièce avec Jérôme Pazac qui s'appelait 60 degrés. Et puis, il y a vraiment eu un coup de foudre amical et artistique qui se prolonge encore. Ça fait maintenant 22 ans. Oui, et en même temps, on a oublié, mais le Théâtre Edgar, à l'époque, c'était 2 petites salles avec quelques spectateurs. On jouait quelquefois devant des salles presque vides. Ah bah oui. La règle, c'était en dessous de 10, on avait le droit d'annuler. Oui. Et donc on guettait des fois, et puis quand il y avait 9 personnes, on se disait peut-être ce soir on joue pas, et puis hop, il y avait quelqu'un qui se pointait, et donc on jouait devant 10. Bon, c'était comme ça. Et c'est dur des débuts comme ça. Est-ce qu'on se dit on va réussir un jour? Est-ce que j'ai bien fait de partir du midi, Jean-Franco? Franchement, je préférais ne pas me poser la question. C'était quand même dans un coin de ma tête, mais je me disais de toute façon, je ne sais rien faire d'autre. Donc si ça marche pas, je vois pas ce que je pourrais faire. Et puis c'était une période, je veux dire, dans ces 2 théâtres-là, il y avait Sébastien Castro, il y avait Guillaume Boucher, il y avait Camille Cotin. C'est vraiment... on a tous fait nos armes ensemble, donc il y avait quand même une pépinière c'était une pépinière de talent, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu les cabarets dans les années 60 avec Serge Lama, Pierre Perret, Barbara et d'autres, et que cette époque-là, c'était celle de nouveaux talents qui ont explosé. Exactement. Ouais. Et nous, c'était... d'ailleurs, les journalistes de l'époque nous appelaient la bande d'Edgar. Et c'est vrai que il y avait le café qui faisait 60 places et le théâtre qui faisait 70 places. Donc quand on jouait au théâtre, on avait un peu grimpé. Mais c'était oui, il y avait des mois où franchement on était payé 50 € pour 40 représentations. Mais bon, c'était comme ça, quoi. C'était comme ça. Ouais. Et puis il y a eu un autre miracle qui s'est produit. Et la raison, c'est cette tête d'affiche qui a été chanteuse. On l'oublie souvent aujourd'hui, mais Amanda Lear a été chanteuse. En fait, elle a débuté au Palace, dans les grandes années du Palace, avec cette chanson. Elle est arrivée un soir sur scène, à la surprise générale. Elle a expliqué qu'elle était une grande star en Allemagne, ce que personne n'a jamais vérifié. Et Dali l'avait rencontrée, en avait fait sa muse. Elle était mannequin, je crois, à l'époque. Ouais. Et Amanda a monté son histoire, parce que c'est une reine de la communication. La reine Lear. Exactement, on ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, cette pièce qui a été un immense succès, c'était Panique au ministère, et tout a commencé par une commande, Jean-Franco. Exactement, c'était une commande de mon agent de l'époque, et pour une comédienne qui m'emballait pas plus que ça. Et puis, donc j'appelle Guillaume, justement Mélanie, et je lui dis, écoute, c'est une commande galère, écoute, aide-moi à l'écrire, on s'en fout, de toute façon, on sera jamais monté, faisons-nous plaisir, on fait ça vite. Donc on écrit la pièce assez vite, et puis en faisant des lectures, les directeurs de théâtre nous disent la pièce est formidable, bon la tête d'affiche ne va pas, mais la pièce est formidable, donc
Et puis on la propose à Jean-Claude Camus, qui à l'époque dirigeait la Porte Saint-Martin. Et donc il proposait à Natacha Hamel pour le rôle principal. Et il y avait un second rôle, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est un second rôle à la base. Et il dit, on proposait à Amanda Lear. Et nous, c'est vrai qu'on est un peu sceptique avec Guillaume. On dit, mais elle a jamais fait de théâtre. Non, mais écoutez-la en lecture et tout. C'était pour jouer la mère un peu déjantée et croqueuse d'homme. Et elle arrivait en lecture, elle a ouvert la bouche et on a dit, bon, bah, on se tait, elle est incroyable. Et elle a fait un hold-up sur la pièce, c'est-à-dire que vraiment, tout le monde ne parlait que d'elle, quoi. Et puis elle en a fait un succès incroyable. Oui, parce qu'au départ, la pièce est montée pour un seul mois et elle va se prolonger dans 3 théâtres différents pour 1 an et demi, ce qui est un cas unique pratiquement. C'était fou. Vraiment, c'est la seule fois où on sentait que Paris bruissait de Panique au ministère. Les gens nous en parlaient. C'était vraiment, on a senti qu'il se passait quelque chose quand même. Ouais. Elle jouait, je crois, une croqueuse d'homme qui était la mère de la chef de cabinet d'un ministre de l'Éducation nationale. Donc on était un peu ensuite dans les coulisses de la politique. C'est ça, ouais. Et puis en plus c'était à l'époque du premier mandat, enfin du seul mandat d'ailleurs de Sarkozy, où on commençait un peu à faire la politique spectacle, où les politiques commençaient à se mettre en scène vraiment de manière coutumière avec leur famille, etc. Et puis on commençait un peu à voir un peu les secrets d'alcôve, et donc elle est tombée à point nommé, cette pièce, quoi, vraiment. Et Amanda Lear, vous la connaissiez pas du tout? Pas du tout, non, pas du tout. Je l'avais croisée une fois, elle m'avait fait hurler de rire parce que je pense que c'est vraiment la personne la plus drôle du monde. C'est-à-dire que je l'ai jamais prise en flagrant délit de non répartie. Elle a toujours la vanne qu'il faut. Elle est d'une drôlerie, et tous les jours elle m'envoie des blagues et tous les jours elle me fait rire, encore. Et donc elle est arrivée là-dedans, elle n'avait jamais été comédienne, mais elle aurait pu être une grande comédienne. Ah mais oui, mais c'est sûr. D'ailleurs, depuis elle a fait 5-6 pièces dont on en a fait 3 ensemble. Et ce qui est fou, c'est ce public qu'elle a réussi à se constituer finalement en peu de temps, parce que Panique au ministère, c'est il y a 16 ans. Elle s'est fait un public et maintenant, c'est une des seules vedettes de comédie qui remplit sans problème, quoi. Et comment expliquez-vous justement ce public qui est venu et qui rit en écoutant Amanda Lear? Parce que moi, je crois que c'est une des seules comédiennes pour laquelle j'ai écrit où qui a une autodérision absolument incroyable. C'est la seule comédienne qui m'a dit rajouter des trucs sur mes liftings, sur ma gueule, tout ça. Enfin, jamais une comédienne ne dit ça. D'habitude, elles ont 90 ans, elles veulent jouer les jeunes premières. Donc, oui. Amanda, elle a ça. Et puis, c'est quelqu'un de brillant. Elle est intelligente. Et puis, c'est un vrai animal, quoi. Vraiment, comme moi, quand je la suivais en promo, etc., je voyais à quel point c'est... vraiment, c'est une masterclass, quoi. Oui, elle viendra jamais dans les clés d'une vie, je pense, hélas, parce que... Ben oui, parce que là, si vous donnez des dates, elle sera pas contente. Exactement. Et il y a récemment, elle a déclaré que la seule personne désormais qui la verra nue, c'est le médecin légiste. Oui, non, mais elle est... Et puis Raymond Acquaviva était dans l'aventure. Raymond Acquaviva qui est un comédien, metteur en scène, qui a aujourd'hui un cours de théâtre à Paris très célèbre. Et là aussi, il est rentré dans l'aventure. Et là aussi, ça a été quelque chose d'important. Raymond aussi, pareil. Raymond, c'est-à-dire que nous, quand on nous a dit, on va demander à Raymond Acquaviva de faire la mise en scène, pour nous, Acquaviva, déjà, c'était un prof qui avait formé... Benoît Magimel, Audrey Tautou, toute cette génération-là, Yvan Attal, etc. Donc c'était vraiment quelqu'un de très respecté. Et puis il avait été au Français aussi. Donc on se disait, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est fou qu'il s'intéresse à nous. Et on a rencontré quelqu'un de plus fou que nous. C'est-à-dire que vraiment Raymond c'est d'une drôlerie. Et donc voilà, travailler avec Amanda et Raymond en même temps, mais on rit du premier au dernier jour, vraiment. Il y a eu ensuite la candidate qui était la suite, qui a très bien marché. Ouais. Et puis il y a eu le Covid qui vous a bloqué. Et je crois que le retour du Covid, ça a été un retour assez ensoleillé à Saint-Barthélemy. Exactement, ouais. Au Festival de Saint-Barth, qu'on a fait 3 ou 4 fois. Et vraiment, on a découvert une famille là-bas. Ils sont tous adorables. Et c'est vrai qu'elle nous a appelés, oui, alors que tout était encore fermé en France. Et elle nous a dit à Guillaume et moi, est-ce que j'essaie de remonter le festival, mais comme ça peut s'annuler au dernier moment, j'appelle les copains, donc est-ce que vous voulez venir? On a dit oui, et puis en raccrochant, on a dit mais on n'a rien à jouer là-bas. Donc on a écrit un spectacle de sketch qui s'appelait Tout sur mon frère, qu'on a écrit en 10 jours, qu'on a monté en 10 jours, et voilà. 2 frères qui vivent ensemble malgré leur mariage. Exactement. Vous auriez pu vous inspirer de Paul Prébois et de son frère Jacques, qui ont toujours vécu ensemble. Oui, ça je savais, ouais. Et d'ailleurs, quand Jacques Prébois s'est marié, sa femme a été obligée de vivre avec les deux. Ça faisait partie du trousseau.
Alors, votre carrière s'est faite de succès, d'échecs, mais vous n'avez jamais arrêté. Vous avez toujours été optimiste, Jean Franco. Toujours. Parce que, comme vous dites, l'alternance de gros succès et de gros échecs, ça permet avec l'âge d'accueillir les deux avec la même sérénité, quoi. Voilà. Quand il y a un succès, tant mieux. On a plus d'amis que d'habitude, et puis on vous écoute un peu plus. Et puis après, quand il y a un échec, on repart pas à zéro, mais faut tout refaire. C'est comme ça. Voilà, en fait, il faut admettre, et ça j'ai eu la chance de l'admettre assez tôt, que c'était un métier de haut et de bas, donc ça pouvait pas être tout le temps. Moi j'ai commencé, mon premier contrat professionnel, c'était une tournée, l'ancêtre des tournées Star 80, donc c'était avec des gloires des années 70, je faisais des sketchs moi en première partie, et j'ai vu ce que la notoriété... comme la notoriété pouvait abîmer certaines personnes. Donc, en tout cas, ça m'a tout de suite guéri de vouloir être une star. Je me suis dit, non, je veux juste faire mon métier et en vivre. Et vous faites votre métier, et en plus, vous écrivez des livres. On va l'évoquer à travers une autre date, le 4 septembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean Franco. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean Franco. On a évoqué votre parcours qui a démarré à Villeneuve-Loubet, vos succès au théâtre avec Marthe Viellonga et Amanda Lear, qui vous doit sa carrière d'actrice. Et puis, une nouvelle activité. Le 4 septembre 2025, vous avez publié votre premier roman, Le Monde est petit, chez Novice. Alors, pourquoi écrire un roman aujourd'hui alors que vous faites du théâtre et que vous êtes acteur ? En fait, c'est parce que je ne l'ai pas écrit récemment. Je l'ai écrit pendant le deuxième confinement. C'était la période où tous les secteurs avaient repris sauf le monde du spectacle et où on se demandait si ça reprendrait un jour. Donc je m'étais dit, ce serait peut-être pas mal de se diversifier parce que s'il y a plus de pièces de théâtre qui se montent, de quoi je vais vivre. Et donc voilà, et puis en plus ça me permettait de mettre à profit cette espèce d'ennui qu'on a eu pendant des mois où moi j'avais un cadre, j'écrivais tous les jours et ça me permettait de garder le contact. Alors c'est un roman très particulier, très original et très réussi qui se passe dans les années 30 et c'est une histoire écrite dans la tradition des feuilletons du 19e et du 20e siècle. Voilà, la littérature diariste, paraît-il. Pourquoi ? Alors en fait, j'ai choisi ce support-là parce que j'avais forcément le syndrome de l'imposteur parce que même si j'ai écrit une 40aine de pièces, pour moi écrire un roman c'était vraiment le truc, c'était la marche supplémentaire je me sentais pas légitime et je me suis dit si je choisis le journal intime comme support. Au moins, j'ai pas à me soucier de la langue, parce que les gens, dans leurs journaux intimes, ils écrivent comme ils parlent, donc ce sera pas trop loin de l'écriture théâtrale. Donc ça m'a donné du courage en fait. En même temps, vous êtes dans la tradition des feuilletonistes du 19e siècle, comme Alexandre Dumas ou Ponson du Terrail, qui écrivaient des feuilletons. Exactement. Et il y a une chose très drôle, c'est que Ponson du Terrail écrivait un feuilleton avec les personnages sur sa cheminée. Et quand un personnage mourait, il s'y perdait, il fallait écrire tous les jours, il faisait tomber le personnage. Ah oui, d'accord. Et un jour, la femme de ménage vient, elle a fait tomber tous les personnages. Aïe. Ça n'a pas été simple. Et donc, effectivement, non seulement ça se passe dans les années 30, mais c'est raconté comme un feuilleton. Oui. C'est très important pour vous. Oui, c'est ça aussi pareil, c'est un héritage de l'écriture théâtrale, c'est-à-dire que c'est une question de rythme et puis d'avoir envie de mécaniser une intrigue et de faire en sorte que le spectateur ait envie, là en l'occurrence le lecteur ait envie de tourner la page, quoi. Pourquoi les années 30 ? Alors parce que déjà c'est une période fascinante, je trouve, qui historiquement est très riche parce qu'elle annonce ce qui va hélas arriver, et puis aussi tout simplement parce que la théorie des 6 poignées de main dont parle le roman a été inventée en 1931. Oui, ce qu'on appelle la théorie des 6 degrés. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ? Parce que vous avez trouvé cette théorie, on la connaît peu aujourd'hui. Oui, c'est la théorie selon laquelle 2 personnes prises au hasard sur la Terre ne seraient reliées que par l'intermédiaire de 5 personnes. Voilà, on connaît forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et ainsi de suite. Vous avez entendu parler de cette théorie, c'était le point de départ du livre ? Exactement, parce que je trouvais que dramaturgiquement c'était intéressant, déjà parce que ça donnait un cadre, ça donnait des étapes. Il y avait 5 personnes à placer, donc 5 parties, et puis en plus, je pense que comme en plus je l'ai écrit en effet pendant le confinement, j'avais cette envie de voyager, quoi, de sortir, de voyager dans ma tête et Tout part d'un dîner où un homme, un Français, fait ce pari en disant je vais retrouver quelqu'un et pas n'importe qui, Charlie Chaplin. Voilà, Charlie Chaplin qui à l'époque est la personne la plus connue au monde. Voilà. Donc il est mis au défi de démontrer cette théorie des 6 degrés comme ça. Alors, je crois qu'à l'époque, c'est les lumières de la ville dans lesquelles il triomphe. Ouais, exactement. Et vous êtes un fan de Chaplin ? Voilà, je disais De Funès, maître absolu.
Je reconnais qu'il y a Chaplin au-dessus quand même. Il y a Chaplin et De Funès. Il faut savoir, Jean Franco, qu'il a débuté à Paris dans une troupe, les Fred Carnot. Il était mime, je ne sais pas si vous le savez. Ouais. Et en 1911, il est aux Folies Bergères avec W.C. Fields qui est équilibriste, Ouais. Maurice Chevalier qui chante et Fred Carnot et sa troupe. Et dans cette troupe, il y a Chaplin qui fait un numéro de mime sur le football et un autre débutant qui est Stan Laurel. Ah oui, C'était c'était quand une belle même affiche. c'était une belle affiche, ouais, c'est sûr. Et c'est vrai, donc le point de départ, c'est ça. Et puis, le point de départ aussi, c'est Jules Verne avec le Tour du monde en 80 jours que vous adaptez à votre façon dans ce livre. Voilà. Alors moi, je fais que 40 jours, donc c'est un demi Jules Verne. Et oui, moi, Jules Verne, évidemment, c'est les romans qu'on lit quand on est enfant. C'est le premier contact avec la lecture, et puis c'est l'aventure, quoi. C'est l'aventure, le souffle épique. Et puis des personnages, le méchant est très méchant. Enfin bon, voilà, c'est haut en couleur et c'est excitant. Parce qu'en plus, votre personnage va avoir 40 jours pour réussir son pari. Exactement, voilà. Et il y a sa femme qu'il vient d'épouser et qu'il suit. Et c'est un chemin semé d'embûches qui va aller de Budapest à Chicago. Exactement. Pourquoi justement ce voyage ? Eh ben, parce que justement pour illustrer cette théorie, quand je vous disais, il y avait les 5 étapes, et donc j'avais envie de de toute façon, Chaplin, forcément, il ne pouvait l'atteindre qu'en Californie à l'époque, donc voilà, pour y arriver, il passe par la Suisse, par Marseille, il prend un paquebot, il va à New York, Chicago, et puis après Los Angeles. Ça veut dire une documentation importante, Oui. parce que certains personnages sont authentiques. Exactement, on y croise Marcel Pagnol, qui est en plein tournage de Marius, avec Alexandre Corda. On y croise Chaplin, évidemment, on y croise Al Capone. Et c'est vrai que tout le travail de documentation était vraiment passionnant, quoi. Parce que c'est quand même une époque, c'est 2 ans après le crash boursier, enfin, ça commence un peu à gripper politiquement. Enfin, donc c'est vraiment, il y a une instabilité gouvernementale en France qui nous rappelle l'actualité. Et je trouve, en plus, en fait, en travaillant sur le roman, je me rendais compte à quel point l'histoire bégait et que je brassais des thématiques qui étaient encore présentes de nos jours, quoi. Et puis cette théorie des 6 degrés, c'est l'ancêtre des réseaux sociaux. Exactement. Donc voilà. Et il se trouve en plus, vous êtes à Vevey en Suisse, il y a un côté Tintin dans votre roman, et ce qu'on a publié, c'est que quand Hergé a fait une dépression nerveuse, il s'est caché pendant 3 mois dans un hôtel à Vevey pour tenter de se remettre. Et c'est là que Charlie Chaplin a fini ses jours. Exactement, dans une maison cachée de tous. Alors il y a aussi dans ce livre des reproductions d'articles de journaux de l'époque. Pourquoi ? Alors, c'est pas vraiment des reproductions, puisque c'est des extraits. Voilà, c'est moi qui les ai écrits entièrement, et parce que je trouvais ça aussi très ludique pour le lecteur d'avoir à la fois des correspondances, des journaux intimes, et puis de temps en temps faire avancer l'intrigue d'une autre manière, c'est-à-dire en mettant en effet un article de journal, un menu. Quand il est sur le paquebot Île-de-France, le menu de gala, voilà, ça raconte tout, quoi, finalement. Oui, car le paquebot Île-de-France, on l'a un peu oublié, c'était la plus grande passerelle pendant la prohibition, puisque l'alcool était autorisé à bord, Voilà. alors qu'il était interdit aux États-Unis. Exactement. Là aussi, il a fallu vous renseigner pour écrire ces scènes. Oui, c'était sur la prohibition, c'était formidable. J'ai vu un nombre de documentaires, d'articles de journaux, de romans, de films. Voilà, je crois que j'ai mis autant de temps à me documenter qu'à écrire le roman. La prohibition, c'est une époque qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Non, ça paraît fou. Ça paraît fou. Et pourtant ça existait. Après, c'était absolument pas respecté. Il y avait des speakeasy, des bars clandestins de partout. Dans la moindre grange, ils avaient leur propre alambic, etc. Donc c'était vraiment... C'était fou, oui, d'imaginer qu'on supprime l'alcool comme ça d'un pays aussi grand que les États-Unis. Enfin, c'était un défi quand même... Et il y a un feuilleton qui, dans les années 60, l'a parfaitement illustré. Les Incorruptibles, vous vous en souvenez de ce Bien feuilleton ? sûr, Elliot Ness. Avec Robert Stack qui est devenu une Ouais. star. Et il se trouve que ce feuilleton, on ne le sait pas, on l'a oublié, a sauvé la 2e chaîne qui venait de naître. Il n'y avait aucun programme. Personne ne voulait les Incorruptibles. Ils ont passé le soir un épisode. Et ça a marché. Il y a eu 119 épisodes. Ah bah voilà, Et magnifique. Robert Stack est devenu une star internationale. Ouais. Et c'est vrai que ce feuilleton, on évoque Al Capone. Al Capone qui est présent dans votre livre. Pourquoi, Jean Franco ? Alors en plus, il est présent, mais pas de la manière dont Enfin, je le représente pas sous un jour habituel. C'est-à-dire qu'il est il est sous l'emprise d'une femme dont il est absolument fou amoureux et qui le mène par le bout du nez. Donc c'est plus une espèce de
de petits clowns comme ça qui trottent derrière sa compagne et qui subit ses foudres et ses caprices. Et tout en étant à la fois l'organisateur du massacre de la Saint-Valentin, etc. Donc je trouvais ça très drôle de montrer un Al Capone un peu gauche, un peu penaud, enfin loin de ce qu'on imaginait de lui. Oui, vous avez quand même son arrestation, parce qu'il est tombé pour fraude fiscale. Bah, ça, je trouve ça dingue quand même qu'il tombe pour fraude fiscale. C'est quand même merveilleux. Et puis il y a des événements historiques comme l'exposition universelle de 1931 que vous évoquez aussi, Jean-Franco. Là aussi, elle vous a marqué. J'ai vu beaucoup de documentaires et c'est vrai que de nos jours, ça paraît complètement c'est édifiant ce qu'on voit, quoi. C'est ces personnes qui sont derrière qui sont en cage, quoi, qui font semblant d'être cannibales, et puis ces gens qui les regardent et qui limite leur jettent des cacahuètes. Enfin, vraiment, c'est absolument terrible, quoi. C'est-à-dire qu'à cette époque, qu'on a oublié, elle était à Vincennes, je crois, et c'était pour montrer la force de l'empire colonialiste français. Exactement, et à quel point c'était merveilleux d'éduquer tous ces bons sauvages, quoi. Oui, quand on voit ces scènes, c'est hallucinant. Ah, bah c'est édifiant, ouais. Et Joséphine Baker avait participé, contrainte et forcée, à cette exposition universelle. Ouais. Et puis, vous évoquez aussi Marlène Dietrich avec l'Ange bleu. Oui. Ça vous a marqué ? Bah oui, c'est Dietrich, c'est quand même Dietrich, Garbeau. Moi, je suis vraiment un amoureux de tout ce cinéma-là, des années 20, 30. Je trouve que c'est quand même, que ce soit français ou allemand ou même américain, c'est ce qui m'a bercé aussi quand j'étais petit. Je regardais beaucoup ces films-là. Et Marlène Dietrich, on l'a un peu oublié. Au départ, elle n'était pas le premier choix du réalisateur, Joseph Steinberg. Elle a été choisie, il l'a trouvée un peu trop ronde. Et elle tournait à l'époque des courts-métrages avec Beno Vigny. Elle partait en week-end avec lui. Ouais. Et à l'époque, Beno Vigny était marié avec Marie-Louise Cossa, la mère de Charles Trenet. Donc vous voyez, tout ça se passait à Berlin, en famille. C'est fou, ça, ouais. Et il y a aussi le premier film, c'est vrai qu'on a un peu oublié, le premier film parlant et chantant français que vous évoquez dans ce livre. Oui, aussi. Le chanteur de jazz. Exactement. Ouais. À Johnson. Et puis le film avec Albert Préjean aussi, Sous les toits de Paris, qui est un des premiers films qu'on a connus. Ouais. C'est une époque qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Non, Albert Préjean qui avait été je crois, un interprète de Maigret, un des premiers Maigret aussi au cinéma, qui était... c'est sûr que les codes de jeu maintenant peuvent nous paraître un peu outré ou un peu, mais bon, c'était quand même, c'était des immenses stars à l'époque, quoi. Et puis le Cotton Club aussi, qui est mythique, vous l'évoquez dans votre roman, Jean-Franco. Oui, parce que tous ces bars clandestins, c'était quand même une économie souterraine, une vie souterraine qui était, dramaturgiquement, c'était très intéressant à traiter. Et le Cotton Club, d'ailleurs, qui s'est installé à Paris au moment d'une autre exposition universelle en 1937, qui est venu au Moulin Rouge, donner une série de concerts, ce qui a relancé le Moulin Rouge à l'époque. Mais toutes ces histoires de clandestinité étaient totalement oubliées. Évidemment. Alors, ce roman, donc, c'est une saga, c'est un jeu de pistes qui se termine. On laisse le soin au lecteur de le dire, mais ça pourrait devenir un film aussi. Alors, surtout que vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'à la base, c'était un scénario que j'avais coécrit avec mon co-scénariste qui s'appelle Jean-Pierre Alain, et puis on l'avait proposé à des maisons de production qui nous avaient dit c'est super, mais ça coûte 1 milliard, quoi, parce que ça se passe en 1931, donc reconstitution historique dans 6 pays, etc. Et donc voilà, quand j'ai voulu sauter le pas, écrire un roman, j'ai demandé à Jean-Pierre Alain de m'autoriser à prendre cette histoire qu'on avait construite ensemble pour en faire un roman. Et ce livre, on vous expliquait aussi qu'il y a des personnages authentiques et des fictions, et puis vous le dédiez à votre grand-mère, Evita. Oui, évidemment, bien sûr, parce que c'est elle qui m'a, comme je vous dis, qui m'a transmis et le virus du théâtre et aussi de l'écriture, parce qu'elle avait écrit des romans. Alors je me rappelle que la pauvre, elle n'arrivait pas à se faire éditer, elle a réussi à faire éditer le dernier quand même, mais elle recevait les lettres de refus, etc. Je la voyais, la pauvre, déconfite, quoi. Et donc voilà, je me dis que c'était un bel hommage à lui rendre. Et l'avenir maintenant, Jean-Franco ? Alors l'avenir proche, je suis tous les soirs au Théâtre Fontaine, aux côtés de Guillaume de Tonquédec, Lisiane Metz, Loïc Legendre et Caroline Maillard, dans une pièce de Patrick Hautecoeur et Gérald Sibéras. Bonjour de chance, c'est sa 3e saison, je crois. Exactement, ouais. Enfin, c'est très rare les projets comme ça qui sont complets tout le temps, où il y a une entente absolument merveilleuse. Et puis là, il y a une 2e équipe qui va nous remplacer au mois de janvier, parce que nous partons en tournée
On a une grosse tournée, on a 110 dates de tournée jusqu'au 31 mai. Donc voilà, en tout cas l'actualité c'est ça. Voilà. Et l'actualité c'est aussi ce livre, Le Monde est petit. Le Monde est petit qui est paradoxalement un grand livre qu'on trouve aux éditions Novice. Merci de l'avoir écrit parce que ça apprendra plein de choses à celles et ceux qui le connaissent. Et puis il y a un suspense, on ne lâche pas le livre du début à la fin. Eh ben merci beaucoup. Merci Jean-Franco et puis à bientôt pour d'autres aventures. Merci Jacques, à bientôt. Les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.